Eh bien, salut tout le monde, et bien sûr, tout simplement Catch, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de l'analyse de l'ancien pay-per-view SummerSlam 2009. On va commencer sans plus attendre avec les caractéristiques un petit peu du pay-per-view. Donc, le show s'est tenu le 23 août 2009 devant 14 000 personnes au Staples Center à Los Angeles, en Californie, bien sûr, aux États-Unis. Voilà, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le premier combat qui était un match qui opposait le champion intercontinental Rey Mysterio qui remettait en jeu sa ceinture face à Dolph Ziggler. Alors qu'est-ce que j'ai pensé du match? Donc déjà vous pouvez voir la note, j'ai mis 8,5 sur 10. Au niveau du temps du match, il a duré 12 minutes, ce qui est plutôt très bon pour un opener je trouve. Donc j'ai mis que franchement c'était un super match. Franchement il a rempli son job parfait en tant qu'opener. On a eu un début très intense entre les deux. Le début de match était vraiment à couper le souffle. Il a très bien lancé la soirée. En plus le public était vraiment à fond dans le match. C'était super sympa à voir. Donc ça commence très fort avec de belles prises, notamment un moonsault impressionnant de Rey Mysterio. En gros il était sur la troisième corde, il a fait un moonsault et genre c'est pas la moitié de son corps qui est retombé sur Ziggler mais vraiment tout son corps, c'était un truc de malade. On a eu aussi une prise de Ziggler, une powerbomb dans le coin avec un impact monstrueux et aussi Rey Mysterio qui a apporté comme vous pouvez voir sur la photo actuellement, un Hurricane Rana à l'extérieur du ring, vraiment tip top. Voilà, donc après j'ai mis ce petit passage très intense de la part des deux hommes. On a eu plutôt une domination de Dolph Ziggler, où Rey Mysterio tentait de revenir de temps en temps, mais qui avait vraiment de mal à revenir dans le combat. Et puis après, on a vraiment eu le match s'envoler dans les dernières minutes. Je pense au bout de 9 minutes de combat, le match a vraiment commencé à s'enflammer. Voilà, le match a commencé à s'enflammer. Il y a eu de très beaux enchaînements. Vraiment un très bon match pour débuter cette soirée. J'ai noté aussi quelque chose qui m'a assez surpris, c'était que la foule, au bout d'un moment dans le show, a vraiment été à fond derrière Dolph Ziggler. J'ai trouvé ça vraiment étonnant. Pourquoi? Parce que à l'époque, Rey Mysterio était vraiment le face et Dolph Ziggler le heel. Et comme l'a dit très justement Christophe Ajus ou Philippe Chiro, je crois que c'était Christophe Ajus, parce que j'ai regardé le show en DVD, il disait que en fait Dolph Ziggler est tellement impressionnant dans ce match que à mon avis les fans ont dû se dire ouais ce mec même si c'est un peu en enfoiré tout ça, il sait quand même faire des choses dans un ring. Voilà, donc j'ai mis pour ma part une note de 8,5 sur 10 et comme j'ai dit ce match a très bien rempli son rôle d'opener. Ensuite, le prochain combat, c'était un match qui opposait MVP à Jack Swagger. Donc c'était un match sans enjeu. Donc juste avant de parler du match, j'ai trouvé que comment était vendu le match, il était plutôt sympa. En fait, juste avant le match, on a eu une interview des deux hommes. Et en fait, sur quoi était fondée la rivalité, en fait, c'était le choc des cultures. Donc MVP, c'est-à-dire le mec un peu qui vient de banlieue, qui a fait de la prison, tout ça, parce que c'est vrai que MVP a vraiment fait de la prison. D'ailleurs, je me suis renseigné, c'est quelque chose qui m'a étonné. MVP a fait de la prison dans les années 90, voilà. Pour ceux qui ne savaient pas, c'était le petit point culture de la journée, voilà. Donc voilà, et de l'autre côté, Jack Swagger qui a eu une bonne éducation, tout ça, qui a grandi dans une famille plutôt aisée, tout ça, en étant champion universitaire de lutte, pardon, et j'ai trouvé ça vraiment classe comment la rivalité était montée au final. Donc après le match vraiment très court, il a duré 6 minutes et quelques, vraiment pas grand chose à dire sur ce match. MVP qui a été peu existant dans le match, voilà, le match après n'était pas non plus catastrophique, j'ai envie de dire. C'est Jack Swagger qui a dominé une grande partie du match. De toute façon, Jack Swagger dans un ring, il est plutôt plaisant à regarder puisqu'il a quand même un bon arsenal de prises. Mais c'est vrai qu'il y a MVP très peu existant dans le match. Et ce qui me dérange un petit peu sur la fin, c'est que en vrai, MVP, dans les 2 dernières minutes du combat, commence à reprendre le dessus sur Jack Swagger. Et au final, il lui porte 2-3 prises, allez, et il lui porte son finisher. Donc, ce que vous voyez à l'écran, je ne sais plus du tout le nom du finisher de MVP. Et il gagne comme ça m'a un peu dérangé parce que c'est vrai que Jack Swagger, il avait pas pris tant que ça dans le combat, donc c'est ça qui m'a un petit peu étonné qu'il perde aussi rapidement. Voilà, donc c'était plutôt un match correct, mais rien d'officiel. J'ai mis la note de 6 sur 10 et je me trouve un petit peu généreux. Ensuite, le prochain combat, c'était la team Jerry Show, donc les champions par équipe qui remettaient en jeu leur ceinture face à Crime Time. Donc Crime Time, c'est JTG et Chad Gaspard pour ceux qui ne savaient pas. Alors, que dire du match? Eh ben, j'ai été étonné déjà d'une chose, enfin, étonné et pas vraiment étonné dans la construction du match, c'est que la construction du match a vraiment été une construction assez classique, hein, c'est-à-dire au début, les faces sont chauds patates, et puis au fur et à mesure, c'est les heels qui prennent les dessus pour au final refaire un taille et que le match s'envenime un petit peu. Donc ça a été cette construction un petit peu là, mais par contre, ce qui m'a étonné, c'est que en fait, le membre des Crime Time qui a pris le plus cher durant le combat, eh ben, ça a été Chad Gaspard. Ma grande surprise parce que Chad Gaspard, en fait, c'est un petit peu le plus costaud des deux. Voilà, donc je m'attendais plus à ce que ça soit JTG qui prend cher pendant tout le combat,
Chad Gaspard rentre dans le tas rapidement. Enfin, JTG aussi a été dominé un petit peu en début de combat, mais c'est vrai que c'est Chad Gaspard pardon, qui a pris le plus cher dans ce combat. À noter aussi, je ne l'ai pas dit, mais le match a duré 9 minutes, ce qui est une bonne durée pour un match par équipe. Voilà. Donc, comme je dis, grosse domination de Jericho pendant la grande majorité du combat. Et on va revenir surtout, je vais revenir sur la fin, qui est, je pense, le truc le plus marquant du match, on va dire. Donc, à la fin, il restait dans le ring plus que JTG et Chris Jericho. Donc, en fait, Chris Jericho est en train de porter une Wales of Jericho donc, sur Chad Gaspard. Et il lui a porté donc sa Whale of Jericho sur Chad Gaspard. Non, parce que Chad Gaspard sur JTG, pardon, excusez-moi. Et donc JTG commence à ramper tout ça. Et par contre, il vend très bien le truc, JTG. Ça, j'ai vraiment trouvé quelque chose de vraiment sympa chez lui, qu'il a vraiment très bien vendu le truc. Et c'est ça qui était bien fait. C'est qu'en fait, il arrive, il tient la corde. Donc c'est bon, Chris Jericho est obligé de lâcher la prise. Mais là, le Big Show arrive, il lui met un KO punch. Et alors qu'il était à l'extérieur du ring, normalement, il n'avait pas le droit, mais l'arbitre ne l'avait pas vu. Parce qu'il était en train de parler avec Chris Jericho. Et donc, voilà, victoire de Jericho qui conserve leur ceinture dans un match plutôt correct. Mais sans rien de oufissime. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Donc, j'ai mis la note de 6,5 sur 10, qui pour moi mérite pas plus et pas moins. Voilà. Ensuite, le prochain combat, le match le plus pourri de la soirée, à ne pas en douter, c'était Kane contre le Great Khali. Donc c'était un match sans enjeu et bon, franchement aucun intérêt ce match clairement. Encore un match un peu bouche-trou, c'est un peu dommage qu'ils aient fait ça. Dommage hein, parce que le match a duré combien 5 minutes et au début j'ai noté qu'on commençait à avoir un petit rythme assez sympa entre les deux. Mais au final, c'est devenu très vite chiant, très lourd. Et le pire dans tout ça, c'est quand on voit un match de géant, on s'attend pas forcément à avoir un rythme de malade, ou au moins ce qui est de l'impact dans les prises. Et là, il n'y a même pas eu d'impact dans les prises, c'est vraiment ça qui est pourri. Voilà. C'était assez merdique comme match, clairement. On va revenir à la fin, qui est tout aussi pourri que le match, hein, si on peut dire ça comme ça, c'est comme ça. En gros, nous avons le frère de Great Khali, donc je sais pas si c'est son frère, enfin son manager en tout cas, qui commence à monter sur le ring pour venir aider le Great Khali. Sauf que Kane commence à l'attraper, tout ça. Et Kane, en fait, commence à pousser le manager de Great Khali sur lui, donc sur le Great Khali. Et ensuite, il enchaîne avec un dropkick dans ses jambes. Et il enchaîne ensuite avec un jumping DDT, enfin un running DDT, ou appelez ça comme vous voulez, en gros un DDT. Et 1, 2, 3. Sérieusement, c'est pourri. Le Great Khali, j'ai trouvé ça ultra décrédibilisant pour le Great Khali, sachant qu'en 2007, 2008, peut-être pas en 2008, mais en tout cas en 2007, il était quand même assez dominateur, en 2006 aussi. Et là, il perd sur un simple dropkick dans les jambes et un DDT, je trouve ça complètement pourri. Donc voilà, donc j'ai mis la note de 3 sur 10 pour un match complètement à chier. Ensuite, le prochain combat, et là on commence à rentrer dans les matchs très intéressants de la soirée, c'était D-Generation X qui faisait leur entrée. D'ailleurs, leur entrée est extrêmement badass, pardon. Leur entrée qui arrive en tank et tout ça, qui font péter des pétards, c'est vraiment très classe. Contre The Legacy, donc Cody Rhodes et Ted DiBiase. Voilà, donc que dire du match? Eh bien, c'était déjà grosse surprise. Le match a duré une vingtaine de minutes. Donc, je salue déjà les 4 hommes pour ça, parce que faire un match par équipe simple d'une durée de 20 minutes, il faut quand même le faire. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai noté de ce match? Eh bien, j'ai noté que Triple H a beaucoup été dominé pendant la première partie du combat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en gros? Pendant la grosse première partie du combat, en gros, Triple H avait énormément de mal à faire le relais avec Shawn Michaels, et The Legacy était littéralement en train de détruire Triple H. Et après, ça a commencé à s'accélérer une fois que Shawn Michaels a pu rentrer dans le ring. Donc là, c'est parti en sucette dans tous les sens. On a vraiment eu encore une fois de très belles dernières minutes. De toute façon, en général, ce que je trouve en fait au catch, c'est qu'en général, c'est toujours les dernières minutes d'un combat qui sont les plus intenses et qui sont les plus agréables à regarder, si on peut dire ça comme ça. Et vraiment, ouais, une très bonne fin de minute. Donc les 5 dernières minutes du match étaient vraiment un truc de dingue. Ça partait dans tous les sens. C'était vraiment top à regarder. Voilà. Donc au final, on se retrouve avec une victoire de la D-Generation X pour leur retour. Voilà. Moi, honnêtement, pendant le match, j'ai vraiment cru au bout d'un moment que The Legacy allait remporter le match. Et au final, non, c'est D-Generation X qui l'emporte dans un match vraiment sympathique par équipe. Après, il n'était pas non plus exceptionnel, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Mais voilà, vraiment très bon match. Donc j'ai mis la note de 8 sur 10 pour ce combat. Donc ensuite, je vais en parler très rapidement, j'ai même pas mis d'image pour ce match. C'était Christian versus William Regal pour le titre de la ECW. Donc c'était Christian le champion.
Et donc le match a duré 8 secondes. Voilà, donc en gros le match a commencé, William Regal était en train d'enlever sa veste, la cloche avait déjà sonné. Christian est arrivé, lui a porté son kill switch. Voilà, 1, 2, 3 victoires de Christian qui conserve sa ceinture donc. Donc après, directement après, j'ai pas noté le match, hein, bien sûr, parce que pour un match de 8 secondes, il n'y a rien à noter. Donc après, il y a le gang, si on peut dire ça comme ça, de William Regal, donc, qui était composé de Vladimir Koslov et de Ezekiel Jackson, si je ne me trompe pas, oui, c'était ça. Ils sont venus et ont direct attaqué Christian, voilà, et puis après, ils sont partis. Donc voilà, rien, c'était plus un segment qu'un match au final. Et voilà, donc on va maintenant passer à l'avant-dernier match de la soirée, et l'un des meilleurs. Enfin, le deuxième meilleur match de la soirée pour moi, parce que le meilleur pour moi c'est le main event. Donc, c'était John Cena versus Randy Orton pour le titre de la WWE qui était détenu par Randy Orton à ce moment-là, donc au SummerSlam 2009. Donc alors, qu'est-ce que j'ai noté? Donc je vais pas trop parler du match in-ring, forcément j'ai surtout parlé des petits tragnards qu'il y a eu pendant le combat, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est vrai que le match in-ring était très bon. Franchement c'était un match classe, quoi. C'était vraiment un match classe. Le match a duré 20 minutes. C'était vraiment un bon match. Voilà, je sais pas comment dire ça autrement pour niveau in-ring. Il y a quand même eu des enchaînements sympas entre les deux hommes. J'ai pas plus grand chose à dire sur le in-ring. C'est vraiment les trucs qui ont vraiment marqué dans ce combat, c'est les controverses qu'on a eu dans le match. Donc c'est-à-dire, une première fois en fait, on a Randy Orton qui sent qu'il va commencer à perdre et donc qui décide de pousser l'arbitre. Donc il pousse l'arbitre, logiquement il se fait disqualifier. Et donc il conserve sa ceinture. Donc moi je pensais que le match allait se finir comme ça. Je fais ah ouais non, ça va pas être possible, ça va pas être possible que le match se finisse comme ça parce que c'est complètement pourri. Randy Orton commence à se barrer, je me dis ouais il a vraiment gagné comme ça le mec et tout ça, c'est pourri. Et là Lilian Garcia nous dit non, j'ai Vince McMahon dans l'oreillette qui vient de me dire que le match ne peut pas se terminer comme ça, donc on le recommence. Donc voilà, donc les deux recommencent à se battre. Et là encore une fois, nous avons Randy Orton. Qu'est-ce qu'il nous fait cette fois-ci? Et ben il se fait décompter à l'extérieur. En gros, il est à l'extérieur, donc là ça compte pas comme une disqualification. Donc il se fait décompter, il récupère sa ceinture, il commence à se barrer. Donc il arbitre contre 9, 10, et il est décompté à l'extérieur. Et là, Lilian Garcia nous dit que Vince McMahon l'a encore parlé dans son oreillette et lui dit non, ce match ne peut pas se finir encore une fois comme ça. Si Randy Orton se fait encore décompter à l'extérieur, il perdra sa ceinture, tout comme s'il se faisait disqualifier, il perdait sa ceinture. Donc là, le match recommence. Et là, Randy Orton parvient à porter un petit paquet sur John Cena en mettant les pieds donc sur la troisième corde. Donc en gros, on s'est dans des cordes pour gagner. Donc là, je pensais vraiment que c'était terminé à ce moment-là. Je pensais vraiment que c'était terminé parce qu'on commence à voir la musique de Randy Orton, tout ça, tout ça. Lilian Garcia même l'annonce. Et là, on a un deuxième arbitre qui arrive et qui vient dire, parce que l'arbitre qui avait fait le compte pendant que Randy Orton avait les pieds dans les cordes, n'avait bien sûr pas vu les pieds de Orton sur la troisième corde. Et donc du coup un autre arbitre vient lui dire ouais c'est pas possible, ça peut se finir comme ça, t'as pas vu, mais Randy Orton il avait ses jambes sur la troisième corde, enfin ses jambes sur la troisième corde, donc le match peut pas se terminer comme ça. Et donc là le match recommence à nouveau, voilà, donc c'est reparti entre les deux hommes, et là au bout d'un moment John Cena porte un STFU donc sur Randy Orton, et là alors là c'est vraiment le truc que j'ai pas compris, je me pose encore la question, si vous avez la réponse n'hésitez pas à me dire en commentaire. Un fan arrive pour venir agresser John Cena. Donc là, la question que je me pose, est-ce que ça faisait partie du match ou c'était vraiment quelque chose d'imprévu? Parce que d'un côté, je me dis, j'avais vraiment l'impression que Randy Orton allait vraiment abandonner. Et là, ce fan arrive, donc les deux hommes, on voit vraiment que les hommes, en fait, ne savent vraiment plus quoi faire. Donc je sais pas s'ils le jouent super bien ou si vraiment, le fan était vraiment un fan, quoi. C'était pas un figurant qui était là pour venir embêter le match, quoi. Et vraiment, je me pose encore la question. Et en plus, parce que ce qui m'a étonné, c'est les réactions des agents de sécurité qui sont très vite intervenus. Donc, à mon avis, je pense que ça devait vraiment être un fan. Donc là, Randy Orton se retrouve à l'extérieur du ring, John Cena est encore dans le ring. Et donc là, je vais raconter la fin. En gros, Randy Orton est à l'extérieur du ring, John Cena dans le ring. John Cena essaye d'attraper Randy Orton pour le remonter dans le ring. Mais là, il lui fait un RKO sur la corde. Et ensuite, il remonte dans le ring, il lui refait un RKO. 1, 2, 3. Victoire de Randy Orton. Donc vraiment, de toute façon vous avez pu voir la note, mais vraiment j'ai trouvé que c'était un excellent match, parce qu'on a eu plein de rebondissements. Il y a plein de fois où j'ai vraiment cru que le match était fini. Après peut-être vous trouverez que j'ai été naïf, mais honnêtement j'ai plein de fois où j'ai vraiment cru que le match allait se terminer. Surtout la fois où Randy Orton avait mis ses jambes ses jambes sur la troisième corde pour faire un tombé avec triche. Là j'ai vraiment cru que c'était terminé à ce moment là, mais voilà, donc j'ai vraiment aimé ce match. Le ring était vraiment bon, on a eu des bons enchaînements, le match était vraiment plaisant à regarder, c'est pour ça que j'ai mis la note de 9,5 sur 10. Et maintenant on va passer au main event.
of the Evening. Et donc là, en fait, on montait crescendo. Clairement, on avait eu le DX Legacy qui était bon, le Orton Cena qui était très bon. Et là, on a vraiment un match excellent, mesdames et messieurs. CM Punk contre Jeff Hardy, le champion du monde poids lourd, remettant en jeu sa ceinture dans un TLC, donc des tables, des échelles et des tables. Attendez. Des tables, des échelles et des chaises, voilà, excusez-moi. Donc vraiment un super match, je veux dire, on a eu beaucoup de spots déjà, on a eu 2 spots, vraiment le spot qui m'a le plus marqué, bien sûr c'est le spot de fin, mais ça je vais y revenir plus tard. Après on a eu CM Punk qui a traversé une table, pas la table des commentateurs mais une autre table, enfin c'était un vrai bazar ce match. On a eu aussi une superplex de la part de CM Punk sur une échelle. C'était énorme, il s'est littéralement détruit le doigt, on a vu Jeff Hardy, mais vraiment. Sinon après j'ai noté aussi que CM Punk s'est beaucoup acharné sur la jambe droite ou gauche, je sais plus, de Jeff Hardy pendant quasiment tout le match. D'ailleurs c'est ce qui lui a coûté en quelque sorte la victoire en gros à la fin, parce qu'il pouvait plus remonter dans le ring. Au final il était vraiment KO le pauvre. Et aussi j'ai noté une chose, c'est que les deux catcheurs vendent super bien le truc quoi. Que ce soit le fait, parce que des fois ce qui me dérange un petit peu dans les leader matchs, c'est qu'on les voit, ils montent à l'échelle, mais ils décrochent pas la ceinture, parce que c'est assez merdique à des moments des leader matchs, mais là c'est extrêmement bien foutu le truc. Vraiment je pense pour moi c'est le TLC de référence. Après peut-être tout le monde ne sera pas d'accord, mais pour moi c'est vraiment un match d'échelle de référence, parce que ils vendent super bien le truc quoi. Je veux dire, ils font pas les mecs qui galèrent à monter à l'échelle, tout ça, c'est hyper bien réglé, et c'est vraiment ça qui est plaisant aussi dans ce match. Et ils vendent aussi super bien le truc, ils sont géniaux quoi, surtout sur la fin, la fin du match est géniale. Le spot de Jeff Hardy, vraiment Jeff Hardy en mode le mec qui veut toujours en faire plus pour ses fans, c'est d'ailleurs ce qui lui coûte la victoire, c'est qu'il a vraiment voulu en faire plus pour ses fans avec le spot de la fin. Je pense que tout le monde l'a vu, d'ailleurs il est en miniature de cette vidéo, où Jeff Hardy monte en haut de l'échelle, et d'ailleurs l'échelle est super haute. L'échelle en fait est à l'extérieur du ring, et elle est tellement haute que limite elle atteint la ceinture qui est suspendue au-dessus du ring, alors que l'échelle est en dessous du ring. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bref, c'est Swanton Bomb exceptionnel de Jeff Hardy, et c'est ce qui lui coûte le match au final, même si c'est CM Punk qui à mon avis, non, à mon avis c'est pas CM Punk qui prend le plus cher au final avec cette Swanton Bomb, les deux ont dû prendre très cher. Mais voilà, du coup, CM Punk monte dans le ring avec beaucoup de difficultés, et Jeff Hardy, vraiment, c'est ça, c'est surtout cette fin qui est marquante, c'est les deux en fait vendent super bien le truc. Même CM Punk, il est en transe, Jeff Hardy aussi, cette fin est juste magnifique. Et donc, c'est CM Punk qui monte, qui parvient à décrocher la ceinture et devient donc le WWE, enfin le World Heavyweight Champion, par exemple, parce qu'il y a tellement eu de changements de nom de titre que ça devient un vrai bordel. Donc voilà, donc j'ai noté aussi à la fin, ça je m'y attendais pas par contre, j'avais déjà vu ce match entre CM Punk et Jeff Hardy, mais j'avais pas vu la fin. En gros, CM Punk est en train de célébrer tout ça, et là d'un coup on a la lumière qui commence un petit peu à déconner, voilà, et CM Punk il dit oh, qu'est-ce qui se passe avec la lumière, et là d'un coup la lumière s'éteint, on entend le dong, et là les lumières se rallument, et là je me dis bah il est où l'Undertaker, et là je le vois, il est juste allongé entre les jambes de CM Punk, et je l'avais même pas remarqué, ça m'a fait vraiment flipper sur le coup. Et fin très classe de ce pay-per-view, avec le retour de l'Undertaker apparemment, parce que apparemment il était de retour. Voilà, donc vraiment un très bon match pour conclure ce show qui a duré 21 minutes. Alors j'avais pas dû préciser la durée du match, mais qui a duré 21 minutes, et j'ai mis la note de 10 sur 10. Voilà, donc maintenant la conclusion de ce pay-per-view, pardon, excusez-moi, petit fail. La conclusion, bah écoutez, c'était un pay-per-view bon. Le seul défaut du match, on va dire, c'est le Great Khali contre Kane qui a vraiment faussé la note. À mon avis, on se retrouve avec une note globale du pay-per-view de 7,3 sur 10. Mais l'ensemble, c'était vraiment un super pay-per-view. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis sur le SummerSlam 2009. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo et à la commenter. Moi, je vous dis à la prochaine, les gens, pour une prochaine vidéo. Peace!